Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 12e épisode de Touche pas à mon peuple, le podcast de la France Insoumise. Cette semaine, Manuel Bompard nous fait l'honneur d'un nouveau point politique, avec comme grosse actualité de la semaine la condamnation et l'inéligibilité de Marine Le Pen. Il reviendra également sur les mobilisations à venir et notamment celle du 1er mai. Ces temps-ci, on ressent le besoin grandissant d'une 6e République. Et justement, la semaine dernière, nous avons lancé notre grande campagne pour la 6e République et pour la paix. Dans cet épisode, c'est Pierre-Yves Cadalin, particulièrement impliqué sur le sujet, qui nous en parle. Le 31 mars dernier marquait la fin de la trêve hivernale. C'est donc l'occasion de parler du droit au logement avec François Piquemal. Nous faisons un focus sur l'accessibilité avec Anaïs Belloissa-Chérifi, qui dépose une proposition de loi sur le sujet avec plusieurs de ses collègues. Aussi, à l'approche du 1er mai, il est temps de parler de droits des travailleuses. Avec Gabrielle Catala, nous définirons ensemble ce que sont les métiers féminins. Il est temps de reconnaître la pénibilité particulière de ces métiers. Et enfin, la carte blanche de l'insoumission.fr s'intéressera cette semaine au génocide toujours en cours à Gaza. Mais pour l'heure, on débute avec le point politique. Manuel Bompard, c'est à toi. Et donc le grand sujet politique de la semaine, la grande actualité politique de la semaine, c'est évidemment le procès et le verdict dans le procès du Rassemblement national avec la condamnation qui a été prononcée de Marine Le Pen et d'un certain nombre d'autres dirigeants politiques du Rassemblement national qui ont été députés européens en même temps que Marine Le Pen ou de collaborateurs à l'époque du Rassemblement national au Parlement européen, et qui d'ailleurs, un certain nombre d'entre eux sont devenus aujourd'hui députés. Et c'est une condamnation sur des motifs qui sont des motifs très lourds. On parle d'un préjudice qui est estimé à plus de 4 millions d'euros, et on parle d'un système organisé dans lequel manifestement Marine Le Pen était en quelque sorte la pièce maîtresse, et qui consistait à ce que, une fois les élections au Parlement européen ayant eu lieu, les élus eurodéputés du Rassemblement national mettaient en partage une partie de leur enveloppe qui normalement permet de financer des collaborateurs parlementaires qui sont censés assister ces élus dans leur activité politique. Et ben, le Rassemblement national décidait de prendre une partie de ces enveloppes pour embaucher d'autres collaborateurs, souvent des très proches d'ailleurs de Marine Le Pen ou de Jean-Marie Le Pen, pour mener des activités qui n'avaient rien à voir avec l'activité politique de leur élu ou avec leur activité au Parlement européen. Par exemple, on a découvert que le majordome de Jean-Marie Le Pen avait été payé comme collaborateur au Parlement européen. Par exemple, on a découvert qu'un homme qui est aujourd'hui député, qui était collaborateur à l'époque, M. Julien Audoul, avait envoyé 3 mois après son embauche un mail au député européen dont il était normalement le collaborateur pour lui demander de faire sa connaissance, de pouvoir enfin venir au Parlement européen pour le rencontrer. C'est-à-dire que ça faisait 3 mois qu'il avait été embauché, mais il n'avait jamais rencontré le parlementaire européen pour lequel il travaillait normalement. Et donc c'est des faits qui sont évidemment des faits d'une extrême gravité et qui frappent un parti, le Rassemblement national, qui pendant des années et des années, voire des dizaines d'années et des dizaines d'années, a donné beaucoup de leçons à tout le monde, a essayé de se présenter comme étant le parti de la vertu en politique. Jean-Marie Le Pen avait un slogan à l'époque. Son slogan, c'était « tête haute, main propre ». Et le Rassemblement national expliquait à longueur de plateau, à longueur d'antenne, que lui, il n'était pas comme les autres, qu'il allait en quelque sorte passer un grand coup de balai dans la vie politique française. Marine Le Pen disait qu'il fallait considérer inéligible pour toute la vie des personnes qui ont été condamnées pour corruption ou pour détournement de fonds publics. Et bizarrement, elle semble avoir perdu la mémoire aujourd'hui. Et le Rassemblement national, à l'Assemblée nationale, ces députés passent leur temps sur n'importe quel sujet à déposer des amendements pour critiquer la justice qui serait trop laxiste, pour proposer des peines planchées, des peines automatiques, c'est-à-dire que, indépendamment de l'avis du juge, si vous avez commis tel délit, vous devez immédiatement avoir une peine qui soit une peine automatique. Le Rassemblement national passe son temps à vouloir durcir les peines, augmenter le niveau des sanctions judiciaires, mais bizarrement, là aussi, sur ce sujet, il considère qu'il est victime d'une cabale ou d'un complot, et il continue à se déclarer innocent sans, par ailleurs, n'avoir jamais donné aucun argument qui permettrait de douter aujourd'hui de sa culpabilité, aucun argument qui permettrait d'expliquer les éléments dont je vous ai parlé, en quoi ils étaient compatibles avec la loi aujourd'hui. Et vous savez, quand on aspire à gouverner
un pays, comme la France en particulier, quand on aspire à pouvoir gouverner ce pays, en matière de justice, comme sur d'ailleurs un certain nombre d'autres sujets, il faut avoir des principes constants, des principes qui s'appliquent pour tout le monde de la même manière et qui s'appliquent pas pour soi autrement que pour les autres, ou qui s'appliquent pas pour ceux dont on considère que ce sont nos amis différemment que pour les autres. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous, les Insoumis, parce que nous avons des principes constants, nous avons dit que, en ce qui nous concerne, on considère qu'une peine comme une peine d'inéligibilité ne devrait normalement pouvoir s'appliquer qu'une fois que l'ensemble des recours ont expiré. Mais une fois qu'on a dit ça, est-ce que pour autant ça veut dire que la peine d'inéligibilité dont a écopé Marine Le Pen et qui pourrait être confirmée en appel, puisqu'il y aura un jugement d'appel d'ici 1 an, est-ce qu'on considère que cette peine d'inéligibilité est illégitime, qu'elle ne devrait pas voir le jour? Évidemment non, puisque si, bien sûr, en démocratie, c'est d'abord au peuple de choisir ses représentants. Si nous considérons qu'il devrait y avoir des possibilités de contrôle des élus par le peuple, comme par exemple le pouvoir de révoquer un élu en cours de mandat. Il y a des situations, il y a des circonstances dans lesquelles des délits ont été commis par des élus et il est normal que ces élus ne puissent pas se présenter. Parce que ces délits, en quelque sorte, viennent altérer le processus démocratique. Si vous avez recours à de la corruption dans le cadre d'une élection, c'est-à-dire que vous allez acheter des voix et donc vous allez pervertir la démocratie, vous allez en modifier les conditions, vous allez fausser le résultat de l'élection. Et donc, légitimement, si vous avez été coupable de ce type de délit, vous ne pouvez pas vous représenter à une élection. De la même manière, si vous avez détourné des fonds publics, c'est-à-dire que si vous avez utilisé des moyens qui normalement sont attribués à telle ou telle mission, mais qu'en vérité vous les avez utilisés pour promouvoir vos idées et pour financer des collaborateurs qui avaient pour rôle de travailler à l'émergence ou au renforcement de votre parti, évidemment, dans ce cas-là, vous avez altéré, vous avez modifié le processus démocratique. Et donc, il y a des circonstances dans lesquelles les juges ont le pouvoir de prononcer des peines d'inéligibilité. Évidemment, ce n'est pas contradictoire avec le fait de dire que, par ailleurs, dans le cadre de la VIe République, il devrait y avoir aussi un pouvoir de contrôle des citoyens, du peuple, sur ces élus qui soit renforcé. Et c'est le principe, notamment, de l'idée de la possibilité de révoquer un élu en cours de mandat. Alors, face à cette situation, face à ce jugement, vous avez le Rassemblement national qui montre son vrai visage. C'est-à-dire qu'il continue à se déclarer innocent partout. Il en a le droit, il a le droit de se défendre. Mais par contre, ce qu'il n'a pas droit, c'est de venir menacer un juge, c'est venir considérer qu'en quelque sorte, nous serions dans la tyrannie des juges, comme l'a dit un député du Rassemblement national, c'est de mettre en cause, c'est de pointer l'institution judiciaire dans son ensemble. Évidemment, la justice peut être faillible. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans le système judiciaire français, il y a des voies de recours, il y a la possibilité d'aller en appel, il y a la possibilité d'aller en cassation quand c'est nécessaire. Mais venir menacer, y compris physiquement, une juge qui se retrouve aujourd'hui obligée de se protéger, venir dénoncer comme ça cette juge à l'Assemblée nationale, devant la représentation nationale, alors là, évidemment, on sort d'une vision de la démocratie à laquelle on peut aspirer. Et en quelque sorte, le Rassemblement national, qui depuis des années, essaye de se dédiaboliser, de présenter un visage qui serait un visage différent de ce qu'il est réellement, a fait tomber le masque, a fait tomber le rideau, a montré en fait quel est son vrai visage. C'est un parti factieux, c'est un parti dangereux, c'est un parti qui menace la démocratie, qui menace les règles de base de l'état de droit, comme le font d'ailleurs tous ses amis, tous ses partenaires dans tous les pays du monde, à chaque fois qu'ils arrivent au pouvoir, que ce soit Bolsonaro au Brésil, que ce soit Javier Milei en Argentine, que ce soit Donald Trump aux États-Unis, ou par exemple Viktor Orban en Hongrie. À chaque fois, les principes de l'état de droit sont attaqués, sont remis en cause par ce parti dangereux. Et aujourd'hui, ce parti appelle à une manifestation qui va avoir lieu ce dimanche à Paris. Et cette manifestation, c'est un moment qui est un moment assez inédit de l'histoire. Ça fait depuis très longtemps que le Rassemblement national, l'extrême droite, ne défile pas massivement dans les rues en France. Et donc cette initiative, cet appel à manifester ne peut pas rester sans réaction de notre part. Dans l'histoire, quand l'extrême droite a commencé à se
mobiliser, à s'emparer dans les rues. Ça fait écho à des périodes assez sombres de l'histoire. C'est par exemple la manifestation des ligues fascistes de 1934. Et heureusement, en 1934, à cette manifestation, il y a eu une riposte populaire à la hauteur de cette manifestation. Et aujourd'hui, notre devoir, notre responsabilité, c'est d'appeler à une riposte populaire à la hauteur du danger qui est devant nous. Et c'est la raison pour laquelle je vous appelle toutes et tous, d'ores et déjà, à noter dans votre agenda, dans votre calendrier, la date du 1er mai prochain. Évidemment, le 1er mai, c'est d'abord une journée internationale pour les droits des travailleuses et des travailleurs. Et le 1er mai, on manifestera, bien sûr, pour la paix. C'est une journée internationale. On manifestera, bien sûr, contre la guerre sociale que veut nous imposer ce gouvernement, en particulier en prenant prétexte de la situation internationale. Mais on manifestera aussi contre l'extrême droite et on manifestera aussi pour l'unité du peuple, pour dire qu'on ne les laissera pas nous diviser. On manifestera pour défendre la démocratie et la République menacée par ces factieux qui, désormais, veulent défiler dans nos rues. Donc ça va être une date très importante et chacune et chacun d'entre nous a une responsabilité pour faire connaître cette date, pour appeler à y participer, pour coller des affiches pour savoir que cette date existe, pour appeler autour de vous à y participer, à manifester, à distribuer des tracts pour mobiliser le peuple et apporter la plus belle réponse que l'on pourra apporter à la volonté du Rassemblement national aujourd'hui de défier la République. D'ici à cette date du 1er mai, il y aura sans doute d'autres événements, mais le cœur, l'enjeu, la réponse de masse, ça sera le 1er mai prochain et c'est ce qui doit être aujourd'hui notre grande priorité. Mobilisez-vous, on se retrouve dans la rue, bye bye. La 6ème République, si on devait la résumer en un mot, c'est la défense de la démocratie. Aujourd'hui, on le voit bien, la démocratie est en danger, d'abord parce que dans le pays, les élections n'ont pas été respectées. Les élections de juillet dernier, la gauche n'a pas été conviée à gouverner alors qu'elle était en tête des élections, et c'est un grave problème démocratique qui mine et qui, d'une certaine manière, pourrit l'ambiance démocratique dans le pays. Cette proposition de 6ème République, on la porte avec Jean-Luc Mélenchon depuis longtemps. Déjà, c'était en 2012. D'ailleurs, le slogan qui était porté, c'était « Prenons le pouvoir ». Prenez le pouvoir. Eh bien, c'est bien ça l'enjeu, c'est que la souveraineté populaire soit respectée dans le pays, que les citoyens puissent intervenir avec le référendum d'initiative citoyenne pour alors proposer une loi, pour en abroger une autre, par exemple la réforme des retraites au hasard, ou pour révoquer des élus qui sortiraient complètement du chemin de leur mandat, ou même de la légitimité démocratique normale. En l'occurrence, Macron, aujourd'hui, aurait pu être révoqué dans le cadre de la 6ème République que nous proposons. Et ce qui est important, c'est que la 6ème République, telle que nous la pensons, elle doit être en quelque sorte pensée, écrite, rédigée par une intervention populaire constante au moment où l'Assemblée constituante qui serait élue, serait ouverte à la société avec des comités constituants qui auraient un droit de pétition, qui pourraient donc contribuer à la construction de cette nouvelle constitution. En d'autres termes, c'est la solution à la fois pour défendre la démocratie et pour dépasser la crise politique que nous traversons. La meilleure manière de répondre à l'autoritarisme et à l'extrême droite, c'est certainement pas de courir après. C'est au contraire de dire, on y répond par plus de démocratie. Voilà le sens général de la campagne que nous lançons. En effet, la France Insoumise vient de lancer une campagne sur la 6ème République et pour la paix. Nous lançons une grande campagne pour la 6ème République et pour la paix parce qu'il y a un lien intime entre les deux. Lorsque nous marchons à la guerre, bien souvent, le débat démocratique est éteint. On dit que toute contradiction serait interdite, qu'elle ne serait pas valable parce que tout le monde devrait, d'une certaine façon, marcher au pas. Nous ne sommes pas d'accord avec cela. Nous pensons, y compris, que les questions internationales sont des questions à débattre publiquement, à débattre démocratiquement. Donc, la grande campagne pour la démocratie, la 6ème République et pour la paix, elle s'inscrit dans ce contexte-là qui est aussi un contexte de poussée énorme de l'extrême droite. On voit bien que Donald Trump brutalise les scientifiques, brutalise les institutions multilatérales, brutalise l'ensemble des personnes qui se voient retirer des droits. Je pense à la menace sur le droit de l'avortement qui est de plus en plus concrète et effective en réalité aux États-Unis. Je pense aux droits des LGBT, notamment les droits des trans, ils sont particulièrement attaqués. Et précisément, nous, notre campagne, c'est de dire stop, non seulement stop à l'extrême droite, stop à cette dynamique de destruction des droits, mais allons vers la conquête de nouveaux droits. Parce que l'un des éléments centraux de la 6ème République, telle que nous la proposons, c'est une nouvelle déclaration des droits. Précisément, par exemple, pour inscrire le changement d'état civil libre et gratuit dans la Constitution, pour inscrire le droit à l'avortement en tant que tel dans la Constitution, même si on a inscrit déjà la liberté dans la Constitution actuelle. Bref,
ouvrir un horizon nouveau et positif. Plusieurs meetings et réunions publiques vont être organisés partout en France. On écoute tout de suite Manuel Bompard lors du meeting de lancement de la campagne dimanche 30 mars à Montpellier. La 6e République, c'est pas juste une revendication démocratique. Évidemment, c'est une revendication démocratique. Évidemment, c'est mettre un terme à l'autoritarisme. Évidemment, c'est donner davantage de pouvoir au peuple. Évidemment, c'est introduire dans la démocratie représentative telle qu'elle est aujourd'hui des formes d'intervention directe du peuple à travers le référendum d'initiative citoyenne ou la possibilité de révoquer des élus au cours de mandat. Mais la 6e République, ce n'est pas qu'une revendication démocratique, c'est aussi une revendication sociale, c'est aussi une revendication écologique, c'est aussi une revendication émancipatrice. Oui, dans la 6e République que nous appelons de nos vœux, les salariés doivent avoir plus de poids et plus de pouvoir dans l'entreprise. Oui, dans la 6e République que nous appelons de nos vœux, il doit y avoir dans la Constitution la règle verte, c'est-à-dire l'idée qu'on ne prend pas chaque année davantage à la planète que ce qu'elle est capable de régénérer. Oui, dans la 6e République que nous appelons de nos vœux, il doit y avoir la reconnaissance constitutionnelle de droits fondamentaux. Et si, à l'initiative du groupe Insoumis, nous avons réussi à introduire dans la Constitution le droit à l'IVG, demain nous introduirons dans la Constitution d'autres libertés fondamentales. Le droit à choisir, à disposer librement de son corps. Le droit à choisir sa fin de vie. Le droit à choisir librement son genre. Des revendications qui sont aujourd'hui dans la société. Et des revendications, vous voyez, comme l'histoire parfois se fait des clins d'œil, qui sont évidemment les questions, les sujets, les revendications que l'extrême droite et le fascisme combattent toujours en premier, parce que c'est toujours ces revendications, ces exigences, ces progrès que l'extrême droite essaye de mettre à terre. Voilà pourquoi il faut donner à ces protections des garanties constitutionnelles. Voilà pourquoi la 6e République ne peut pas être qu'une question d'organisation des pouvoirs, mais elle doit donner un niveau de protection constitutionnelle aux droits et aux libertés fondamentales qui sont celles d'aujourd'hui. Nous avons lancé une grande pétition pour le passage à une 6e République. Vous pouvez toutes et tous aider à la faire connaître et à la faire signer. Pierre-Yves Cadalin nous explique. Pour ce qui est de la pétition, nous avons lancé avec Mathilde Panot et l'ensemble du groupe parlementaire, c'est une initiative partagée. Eh bien, elle se trouve sur le site des pétitions de l'Assemblée nationale. C'est important de la partager, c'est important de la faire connaître. C'est une pétition pour la 6e République et la convocation d'une Assemblée constituante qui correspond à une résolution qu'on a déposée en janvier à l'Assemblée nationale. Et cette pétition, si elle atteint 100 000 signataires, va déclencher automatiquement un débat au sein de l'Assemblée nationale. Débat au cours duquel l'ensemble des forces politiques devront se positionner pour, contre la Constituante et la 6e République, ce qui sera déjà une indication particulièrement précieuse sur le rapport des uns et des autres à la démocratie. Alors comment on fait pour la signer ? Eh bien, il faut avoir ces identifiants France Connect. C'est effectivement une difficulté, c'est une contrainte. D'ailleurs, on n'est pas forcément pour ce processus-là, mais c'est important de le faire parce que cette pétition n'est pas comme les autres. C'est pas une pétition comme les autres parce qu'elle aboutit sur quelque chose. Lorsque vous signez cette pétition, en fait, vous pouvez changer la donne en créant un débat à l'Assemblée nationale. C'est important de le faire, c'est important, je le dis pour les sympathisants et les militants de la France Insoumise, de tenir des points de pétition. Donc vous prenez une tablette, vous prenez un ordinateur, vous posez une petite table sur le marché, une petite table dans un quartier populaire pendant un après-midi. Et d'ailleurs, vous pouvez, dans les deux cas, faire à la fois signer cette pétition et inscrire des personnes sur les listes électorales parce que dans les deux cas, il y a besoin des mêmes identifiants. Alors c'est un processus qui peut paraître complexe mais qui est important à mener. Il faut s'y impliquer pleinement. Il faut s'organiser pour cela, éventuellement coupler d'ailleurs un point de pétition fixe, par exemple pendant un après-midi dans un lieu de votre ville ou de votre commune, de votre village, et du porte-à-porte pour indiquer également aux gens qu'ils peuvent venir munis de leurs identifiants France Connect signer cette pétition à notre point de pétition. C'est vraiment très important, j'invite tout le monde à s'y impliquer pleinement. Vous trouverez le lien de la pétition en description de cet épisode. Partagez-le dès maintenant autour de vous. Je vous invite également à vous rendre sur le site pourla6erépublique.fr où vous pourrez sélectionner les mesures qui vous semblent les plus prioritaires pour une 6e République.
on a arrêté de mener une politique du logement dans notre pays et ça a des conséquences, y compris sur ces personnes qui peuvent pas sortir des logements sociaux. Aujourd'hui, c'est 3 millions de ménages qui sont en attente d'un logement social dans notre pays et c'est pas en expulsant les 15 000 personnes qui sont concernées que ça va régler le problème. Le 31 mars marquait la fin de la trêve hivernale. À partir de cette date, ce sont des milliers de personnes qui vivent dans la crainte d'être expulsées de leur logement. La semaine dernière, une nouvelle loi Kasbarian, supprimant encore davantage de droits pour le logement, a été empêchée. François Piquemal revient sur ce texte. Alors, qu'est-ce que c'était cette nouvelle loi Kasbarian ? Parce qu'on se souvient tous de la dernière, et elle a eu des effets, on va en parler. Mais celle-là, c'était une loi qu'il présentait avec M. Vogetta, et qui s'appelait « La fin du logement social à vie ». Donc je pense qu'il a trouvé ce titre pour essayer de faire quelques plateaux télé et faire un petit buzz comme il aime le faire, mais surtout c'était une proposition de loi qui visait en fait à dire que les personnes qui ont un revenu un petit peu supérieur au seuil que ce qui est permis dans le logement public devaient quitter leur logement. Or, il faut savoir qu'il y a déjà des réglementations par rapport à ça, on paye un surloyer dans ces cas-là, et que ça concerne vraiment très peu de locataires, c'est 15 000 locataires, ça veut dire 0,3% des locataires du parc public. Donc c'était une loi qui ne servait à rien, qui a même du coup eu des aveux dans son propre camp de la part de la ministre de la Ville, qu'ils ont vilipendé avec M. Vogetta, et qui ne faisait pas l'unanimité, tant et si bien que notre motion de rejet avait de bonnes chances de passer, et c'est pour ça qu'il a retiré sa loi. Les Insoumis ont donc su mettre la pression sur le gouvernement. C'est une bonne nouvelle pour les locataires du logement public et pour le secteur HLM. On s'est demandé ce qu'impliquait la fin de la trêve hivernale. C'est qu'il y a des dizaines de milliers de personnes et de familles qui sont désormais menacées d'expulsion locative. Or, il se trouve qu'il y a un fait nouveau, bien sûr l'augmentation des prix, l'inflation, les salaires qui stagnent, mais aussi les effets de la loi Kasbarian-Berger, qui est passée il y a 1 an et demi, et qui accélère les processus par lesquels on peut être expulsé de son logement. Cette loi elle a été présentée comme une loi anti-squatter, mais nous on l'a tout de suite appelée la loi anti-locataire, je me souviens avec William Martinet notamment, et on a eu raison, puisqu'il y a l'année dernière 24 000 expulsions par la force qui ont eu lieu. Pour donner un ordre d'idée, il y a 10 ans, c'était 12 000. Donc il y a vraiment eu un bond qui s'est passé. Expulsion par la force, ça veut dire qu'un équipage de police vient au domicile des gens et les met dehors parce qu'ils n'ont pas quitté leur logement avant. Et il faut bien se rendre compte que c'est 24 000, mais c'est beaucoup plus en termes de personnes qui ont dû quitter leur logement avant une intervention de la force publique. Et ce qui fait qu'il y en a davantage du coup qui se retrouvent sans hébergement, sans logement. Et donc ça sature à la fois le parc HLM, mais aussi le système d'hébergement d'urgence. La France insoumise est bien sûr force de proposition quant au droit au logement. Kasbarian et la Macronie mettent les gens dehors, et en même temps, ils construisent très peu de logements publics. Il y en a eu 83 000 de construits l'année passée. Pour donner un ordre d'idée, il y a 10 ans, on en construisait près de 200 000. Et en fait, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faudrait à minima construire 200 000 logements publics par an. C'est pas que nous qui le disons, c'est les associations qui sont engagés sur le sujet, parce que si on continue sur la trajectoire actuelle, il nous faudrait 33 ans pour répondre à la demande actuelle. Il y a aujourd'hui 5 millions de personnes dans le pays qui attendent un logement public parce que les prix du marché privé sont trop chers, parce qu'il n'y a pas assez de construction de logements publics, donc c'est une problématique. Et pour essayer de désengorger aussi cette demande, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est généraliser l'encadrement des loyers. Et là, on arrive à la fin de l'expérimentation qui était permise cette année. Donc, on va être proactif pour faire en sorte qu'elle soit non seulement renouvelée, mais plus que ça, généralisée à tout le territoire. Donc, je résume 3 propositions. 1, on construit 200 000 logements publics par an. 2, on encadre les loyers sur tout le territoire. Et 3, on met en place la garantie universelle des loyers qui est gagnante-gagnante pour les propriétaires bailleurs comme pour les locataires. Faisons maintenant un focus sur l'accessibilité au logement, avec Anaïs Belloissa-Chérifi, qui signe notamment une tribune avec Alma Dufour dans le journal L'Humanité, et en lien avec plusieurs associations. Les personnes en situation de handicap dans notre pays, elles vivent une source de discrimination qui est majeure. Le handicap, c'est toujours une question d'exclusion dans notre pays, et malgré toutes les politiques, toutes les grandes lois sur le handicap, force est de constater que depuis 20 ans, et de la loi de 2005, ça n'a pas bougé et il n'y a pas beaucoup d'évolution.
Les personnes en situation de handicap, elles sont confrontées à des difficultés d'accès au logement. Ça concerne 56% d'entre elles. 56% contre 28% dans la population en général. En plus de ça, il y a dans la situation de handicap la discrimination, la précarité aussi. Les personnes handicapées, elles touchent en moyenne 300 € de moins que le reste de la population si on prend le revenu médian. Elles ont l'AH, mais l'AH qui n'est pas du tout au niveau du SMIC. C'est par exemple une proposition que nous on porte pour améliorer les conditions de vie des personnes handicapées. Mais pour revenir au logement, c'est des logements inaccessibles, des logements où ils ne peuvent pas sortir de chez eux, et ça concerne 1 million de personnes dans notre pays qui ne peuvent pas sortir de chez elles parce que c'est pas accessible. Anaïs Belwassa-Chérifi dépose une proposition de loi visant à instaurer une accessibilité réelle des logements aux personnes en situation de handicap. Nous, pourquoi on a proposé cette loi ? C'est pour revenir aussi sur l'article 64 de la loi Elan qui baisse le seuil à 20% de logements accessibles sur les nouvelles constructions. Malheureusement, cet article 64, il vient régresser les droits que avait octroyé la loi de 2005 sur les personnes handicapées en donnant pour objectif le 100% d'accessibilité sur l'ensemble des constructions nouvelles. Et donc aujourd'hui, abaisser le seuil à 20%, ça a fait ralentir en tout cas les constructions et les logements accessibles. Et donc ça a pour conséquence qu'une personne handicapée, elle passe 27 mois à chercher un logement accessible dans le parc social par exemple, donc plus de 2 ans. Donc pendant ce temps-là, elle vit dans des conditions inhumaines, souvent dans une seule pièce, n'ayant pas accès aux sanitaires, ne pouvant pas se laver seule. Et nous, on considère que avoir un logement accessible, c'est le premier pas vers l'autonomie. Et nous, ce qu'on veut, parce que nous souhaitons une société inclusive, c'est que les personnes en situation de handicap, elles soient autonomes par leur logement, par ensuite l'accès à l'emploi, par l'accès à l'instruction. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a freiné tout ça avec la loi Elan. Donc, nous, notre article 1 de la proposition de loi qu'on dépose avec Alma Dufour et Sébastien Pétavy, c'est de revenir sur l'accessibilité intégrale des logements. Ensuite, il y a la question des parties communes sur le neuf et l'existant. Sur notre article 2, nous, ce qu'on propose, c'est de rendre accessibles les parties communes, puisqu'on considère que les personnes en situation de handicap, comme tout le monde, il faut qu'ils aient une vie sociale, il faut qu'ils puissent aller visiter leur famille, leurs amis, et tout simplement sortir de leur logement, ce qui rompt l'isolement, et donc ce qui va vers l'inclusion, et donc vers l'autonomie. Et puis, il y a une chose sur laquelle on a voulu agir, parce que c'est souvent une question qu'on oublie, c'est mettre des seuils d'accessibilité des logements à l'échelle de la commune d'ici 2030. Et ça dans le parc social, mais aussi dans le parc étudiant. Puisqu'on sait que, par exemple, un des freins à l'accès à l'enseignement supérieur pour les jeunes personnes en situation de handicap, sur les étudiants, c'est de trouver un logement accessible. Aujourd'hui, force est de constater que le Crous, par exemple, n'a pas un parc suffisant pour accueillir les élèves en situation de handicap. Donc ça, c'est ce qu'on a voulu mettre dans notre loi. C'est par ailleurs une proposition qui touche, à un moment donné, chacune et chacun d'entre nous, puisqu'elle concerne la perte d'autonomie et ainsi les personnes âgées. C'est une loi qui est d'intérêt général, puisque ça touche à des droits fondamentaux de pouvoir avoir un logement digne, accessible et vivre dans de bonnes conditions. Bien sûr, ça touche au-delà des personnes handicapées. Ça touche par exemple des personnes qui sont en perte d'autonomie. Par exemple, nos aînés, et on le voit bien dans les enjeux démographiques de notre pays, il y a un enjeu à ce que les logements soient accessibles parce que les personnes en perte d'autonomie, elles ont le droit de rester chez elles. Elles ont le droit de rester chez elles et d'être autonomes jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Finalement, l'inaccessibilité des logements touche un public plus large qu'auparavant. Aujourd'hui, on est quand même confronté à un État qui ne respecte pas ses obligations, ses prérogatives en termes de droit au logement. Et ça touche évidemment beaucoup de personnes, mais on a vu l'évolution ces 7 dernières années du public touché par le manque d'investissement dans les logements et dans la politique du logement. Avant, c'était beaucoup des personnes isolées, surtout des hommes. Et là, au fur et à mesure du temps, on observe, et c'est pas nous qui le disons, c'est aussi les associations, que ce sont des familles
souvent avec des enfants en bas âge, des familles monoparentales aussi, des femmes isolées. Et en fait, on voit bien qu'il y a un problème de logement dans notre pays, puisque on a une évolution des populations qui sont touchées par la crise du logement. Moi, j'aimerais dire que l'État doit remplir ses prérogatives. Et que le droit au logement, c'est un droit inconditionnel. Qu'il y a dans notre pays la continuité du droit au logement et qu'un toit, c'est un droit. Et aujourd'hui, force est de constater que à la fois l'État, mais certaines collectivités territoriales, par leurs compétences, par exemple sur l'aide sociale à l'enfance, ne protègent pas les enfants qui sont victimes de sans-abrisme. Et aujourd'hui, ça concerne 2043 enfants qui dorment à la rue chaque nuit parce qu'ils n'ont pas recours et qu'ils n'ont pas de place au 115. Donc ça veut dire qu'en fait, il y en a beaucoup plus, puisqu'il y en a qui sont pris en charge par le SAMU social. Et ça, c'est un phénomène qui est indigne en fait de la 7e puissance mondiale, en fait, de laisser des enfants dormir dehors. C'est un événement qui est traumatisant, c'est une atteinte grave aux droits des enfants et à la Convention internationale des droits des enfants qui prévoit et qui dispose dans ses articles que le droit au logement, le droit à l'éducation, le droit à une vie digne pour un enfant sont des prérogatives majeures. Je veux dire que en fait le logement, c'est le point de tout, c'est le point de départ de tout dans une vie. Et donc si vous n'avez pas de logement, vous avez des difficultés après à avoir une vie stable. Et c'est ça que ce gouvernement comprend pas. Et donc quand il remet des personnes à la rue par le concours des forces de l'ordre, en fait, il crée une rupture dans la vie de ces familles et de ces enfants, volontairement. Le droit au logement est bien une question de dignité pour toutes et tous. C'est pour ça qu'il faut souligner que nous avons proposé, grâce au travail de Sandrine Nosbet, ma collègue parlementaire, une proposition de loi justement pour introduire le droit au logement dans la Constitution. C'est une revendication qu'on porte depuis longtemps dans le mouvement insoumis et on espère qu'elle pourra aboutir. En tout cas, moi je ferai tout pour la porter. Après, vous savez, on n'a qu'un nombre restreint de lois dans une niche parlementaire, mais par exemple, ce serait une belle idée de proposition de loi. Quel type de travailleuses sont les femmes ? Et c'est Gabrielle Catala qui nous répond. 57% des travailleurs pauvres sont des femmes, puisque, on le sait, elles sont plus fréquemment à temps partiel et surtout, elles occupent un certain type de métier et plus de la moitié des métiers féminins se concentrent sur une dizaine de familles professionnelles. Et c'est ce qu'on va appeler des métiers féminisés. C'est des métiers qui sont occupés à plus de 65% par des femmes. Ces métiers-là, c'est par exemple les enseignantes, à 70% des femmes, les vendeurs, 70%, 90% des agents d'entretien, 73% des caissières, 89% des coiffeuses et des esthéticiennes, 95% des aides à domicile et 74% des professionnels de l'action sociale et de l'orientation. On a aussi bien sûr tout ce qui relève des métiers qui s'occupent de l'enfance, par exemple les assistants maternels, 97% sont des femmes, ou encore la santé, à 90%, les infirmières sont des femmes, et il en va de même pour les aides-soignantes qui sont aussi à 90% des femmes. Mais alors, on peut se demander pourquoi ces métiers sont-ils plus pénibles que d'autres, et surtout pourquoi ne sont-ils pas considérés comme tels ? Parce que les femmes sont dites avoir des critères innés pour occuper ce genre de métier, et donc elles ne nécessiteraient pas de formation adéquate et spécifique pour pouvoir les occuper parce que ça viendrait de facteurs qu'elles auraient, qui seraient naturels finalement, et qui seraient liés à leur sexe ou à leur genre. Ça mène à quoi ? Ça mène à une sous-évaluation des facteurs de risque professionnels, ça mène à une sous-rémunération, parce que qui dit sous-valorisation, qui dit le fait de dévaloriser ces métiers, dit le fait de ne pas les rémunérer correctement, et comme dans le même temps, le Code du travail a été fondé sur des critères ouvriéristes, puisque l'évolution du Code du travail en France, déjà, tous les parlementaires ont longtemps été uniquement des hommes, et la France a changé de visage lorsqu'elle s'est désindustrialisée, mais les critères qui existent encore dans le Code du travail sont des critères masculins, amènent à ce qu'il n'y ait pas de reconnaissance de la pénibilité spécifique de ces métiers-là. Par exemple, dans le Code du travail et dans les décrets qui sont associés, on va considérer qu'un ouvrier qui porte des charges lourdes, c'est un facteur de pénibilité. Par contre, une aide à domicile qui va soulever toute la journée des personnes handicapées ou des personnes âgées, ce n'est pas considéré comme porter une charge. De la même manière que dans l'industrie, on va considérer pour les ouvriers qui travailleraient dans des usines que le bruit est un facteur de pénibilité.
Mais pour les assistantes maternelles qui travaillent dans des crèches et qui supportent du bruit toute la journée, ou pour les professeurs des écoles qui supportent le brouhaha d'une classe ou le bruit d'une cour de récréation, où les décibels sont pratiquement au même niveau, le bruit n'est pas considéré. On va considérer par exemple aussi dans l'industrie l'exposition aux produits chimiques. Mais dans le nettoyage, alors que jusque dans les années 80, et toujours encore aujourd'hui dans certains lieux, les produits qu'utilisent les agents d'entretien sont cancérigènes et très dangereux, et le mélange de tous les produits les rend d'autant plus cancérigènes, l'exposition à ces produits chimiques et le fait qu'elles les inhalent, qu'elles les respirent, n'est pas considéré comme un facteur de pénibilité. Et c'est là qu'il y a une réelle difficulté, parce que c'est la même chose pour les accidents du travail ou les maladies professionnelles. Quand vous êtes aide à domicile, forcément, non seulement vous portez des charges lourdes toute la journée, vous êtes en face de personnes qui souffrent, et donc ça induit une pénibilité émotionnelle, mais les femmes seraient naturellement prédisposées à la supporter, donc on la déconsidère. Et vous êtes également forcément plus exposé aux accidents de la route, parce que contrat précaire avec des heures hachées, horaires du matin, horaires tard le soir, et des trajets entre les différentes personnes, notamment dans les milieux ruraux, ce qui induit un nombre d'accidents. Ça amène à une situation où en fait les accidents du travail qui concernent les femmes ont bien plus augmenté entre 2001 et 2019, alors que ceux des hommes ont baissé. Les accidents du travail concernant les hommes ont baissé de 27%, alors que à la différence, les femmes ont augmenté. Et je voudrais donner un chiffre aussi assez important. Les métiers du nettoyage, donc, qui sont très exposés aux risques physiques, on oublie également 71% des salariés du nettoyage sont confrontés à un travail répétitif, 61% aux risques chimiques et 52% aux postures pénibles, donc se mettre sur les genoux pour nettoyer des sanitaires, etc. Et donc 9 salariés sur 10 sont exposés à au moins un risque physique dans le nettoyage. Qui dit nettoyage dit horaire décalé, temps partiel, et incapacité à partir à la retraite tôt, et c'est pour ça qu'évidemment la retraite à 60 ans et la retraite anticipée sont des mesures féministes indispensables, et la régulation du temps partiel dont les employeurs en abusent, et ils en abusent pourquoi ? Parce que pour recourir au temps partiel, ils bénéficient d'exonérations de cotisations. C'est un ensemble de choses sur lesquelles il faut lutter. Lors de notre niche parlementaire, le 28 novembre dernier, nous avions proposé une loi reconnaissant la pénibilité des métiers dits féminins. Il y avait un article qui permettait que soit reconnue la pénibilité émotionnelle. Donc parce que quand on est en face de public en souffrance, soit des personnes âgées, en fin de vie, des personnes malades, des personnes handicapées, ça induit une charge mentale et une charge émotionnelle plus forte, et ce n'est pas reconnu. Et le fait de le reconnaître oblige l'employeur en fait à prendre un certain nombre de mesures pour prévenir ces risques, le fait de les inscrire comme des risques professionnels, et ça permettrait évidemment de bénéficier de la retraite anticipée, puisque plus on est exposé à des facteurs de risque, plus on peut partir tôt à la retraite. Donc c'était une proposition de loi aussi qui permettait de compléter notre proposition de loi d'abrogation de la retraite à 64 ans. Ensuite, on rétablissait des critères qu'Emmanuel Macron a supprimés en 2017 en les étendant à la situation des métiers féminisés. Donc ce texte, il rétablit les critères qui ont été supprimés par Emmanuel Macron en 2017, donc le port de charges lourdes, les vibrations mécaniques, les postures pénibles et l'exposition aux risques chimiques, en les étendant aux femmes, c'est-à-dire en disant que les risques chimiques, c'est pas juste industriel, c'est aussi l'esthéticienne, la coiffeuse ou l'agent d'entretien qui sont exposés à des produits cancérigènes. Donc c'est un texte qui a été adopté en commission. Le Rassemblement national, qui fait mine de défendre les classes populaires, s'est abstenu. Les macronistes ont voté contre, et tout le NFP avait soutenu le texte. Mais malheureusement, en séance, c'était en novembre dernier, notre proposition de loi d'abrogation de la retraite à 64 ans a été obstruée, donc il a été impossible de discuter de mon texte. Et donc, la prochaine étape, c'est bien sûr la mobilisation. Pour le droit des travailleuses, la date est toute trouvée. Rendez-vous le 1er mai, partout en France. Et c'est maintenant au tour de l'insoumission.fr de nous présenter sa carte blanche hebdomadaire. Nadim, c'est à toi. Génocide à Gaza. Un meeting et un lobby pro-Netanyahou. Au moins 322 enfants tués depuis la mi-mars et complicité de la France. À Gaza, des enfants sont tués par les balles des soldats de Netanyahou. Encore. Depuis la reprise des bombardements, le 18 mars 2025, au moins 322 enfants ont été tués.
sans parler des 609 enfants blessés, soit une moyenne de 100 enfants tués ou mutilés entre le 18 mars et le 31 du même mois. Ce 2 avril, des corps de Palestiniens, la plupart des enfants, ont été retrouvés après une frappe de Tsahal sur une clinique dans un bâtiment de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, la fameuse UNRWA. Revenons un peu plus tôt dans le temps, avant la trêve décidée au début de l'année 2025. Selon un bilan qui avait été établi en août 2024, l'UNICEF estimait qu'en moyenne, toutes les 10 minutes, un enfant était soit tué, soit blessé à Gaza. Toutes les 10 minutes en moyenne. Et bon sang, que fait la France ? Reconnaissance de l'État de Palestine ? Suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël ? Un embargo sur les armes livrées à Netanyahou et à son armée ? Des propositions reportées depuis plus d'1 an et demi par les Insoumis, que Macron et son gouvernement refusent en bloc. Visiblement, dans la plus grande des sérénités, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a reçu son homologue israélien à Paris, jeudi 3 avril, je cite, pour des entretiens portant sur les crises multiples qui secouent le Moyen-Orient. Que Netanyahou soit rassuré, tant que les macronistes seront au pouvoir, la France ne déploiera aucun effort pour empêcher concrètement les massacres de population menés par Netanyahou. D'ailleurs, la France a-t-elle réagi au retrait de la Hongrie de la Cour pénale internationale ? Pas le moins du monde. En effet, au premier jour de la visite du Premier ministre israélien en Hongrie cette semaine, où il a été accueilli avec les honneurs militaires, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a annoncé le retrait de son pays de la CPI. Une position saluée par Gideon Sa'ar, qui souligne la position morale forte de Viktor Orbán, entre guillemets, accusant la CPI, je cite, d'avoir perdu son autorité morale après avoir piétiné les principes fondamentaux du droit international dans son empressement à porter atteinte au droit d'Israël à l'autodéfense. Fin de citation. Ce Gideon Sa'ar est le ministre des Affaires étrangères israélien. Oui, c'est ça, c'est le même reçu par Jean-Noël Barrot, le même jour. Évidemment, la France de Macron se refuse à toute réaction. Mais souvenez-vous, interrogé sur France Info en novembre 2024, le ministre des Affaires étrangères, donc Jean-Noël Barrot, le même, avait évoqué, je cite, des questions d'immunité lorsqu'il était interrogé sur une possible arrestation de Netanyahou sur le sol français, suite à la décision de la CPI. Voilà, la boucle est bouclée. Au-delà d'un gouvernement inoffensif pour lui, que Netanyahou soit doublement rassuré, puisque sa propagande est assurée en France, notamment par le RN, invité en grande pompe en Israël, une première, vraiment historique, pour ce parti fondé par d'anciens Waffen-SS, rappelons-le. Et en France, un autre lobby assure la propagande de Netanyahou. Il s'appelle Elnet. E-L-N-E-T, retenez bien ce nom, ce sigle. Entre 2017 et 2024, ce lobby a financé au moins 91 séjours, tout frais payés pour des parlementaires français. Et par le biais de son satellite Agir Ensemble, Elnet a organisé un meeting intitulé Pour la République, la France contre l'islamisme. C'était donc le 26 mars dernier. Du gouvernement, Valls et Retailleau étaient présents. Le ministre de l'Intérieur a profité de cette tribune pour proférer ses diatribes islamophobes habituelles, en affirmant notamment « à bas le voile ». Et des propos hallucinants ont été tenus pendant ce meeting. Éric Danon, ancien ambassadeur de France en Israël, a déclaré, je cite, « Il n'y a pas de génocide, mais il y a une nécessité absolue pour les islamistes et les pro-palestiniens de dire qu'il y a génocide parce qu'ils en ont besoin. Ils ont besoin pour parachever une identité palestinienne mimétique de celle des Juifs. L'identité palestinienne, jusqu'à la création d'Israël, c'est une adversité à ceux qui arrivent, mais il leur manquait quelque chose pour être à égalité avec les Juifs, il leur manquait un génocide. Comme je le disais, que Netanyahou soit rassuré. Une autre voix de la France existe. Une vraie voix de la France existe et doit se faire entendre, une véritable voix de la paix. Un rendez-vous est donné pour bientôt, le 1er mai. LFI appelle à manifester aux côtés des organisations syndicales contre la guerre sociale et pour la paix partout dans le monde. Que ce rendez-vous, souhaitons-le, soit le plus massif possible. Et c'est déjà la fin de ce 12e épisode de votre podcast préféré, Touche pas à mon peuple.
Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore fait, n'hésitez pas à vous y abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, YouTube, Deezer, Podcast Addict ou encore Amazon Music. Je vous invite aussi à partager cet épisode auprès de vos proches et de nous faire vos retours. On vous lit avec attention et on vous remercie pour tous vos commentaires positifs. N'hésitez pas à proposer des sujets qui vous tiennent à cœur. On les notera tous, car on essaie de toujours faire mieux. Je vous souhaite une très belle semaine. Une semaine de lutte, de bataille victorieuse, une semaine de lutte antifasciste. Pour cela, on se prépare toutes et tous pour une mobilisation de masse et de classe le 1er mai prochain. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. J'ai déjà hâte de vous retrouver.